Bienvenue à toutes et à tous pour notre nouvelle exploration. Bonjour. Aujourd'hui, on va se pencher sur une question. Une question qui a l'air simple, mais qui, je crois, nous touche absolument tous. Qu'est-ce qui nous rend vraiment heureux? Vaste question. Oui. Et on va laisser de côté les réponses un peu habituelles pour se concentrer sur une piste que je trouve fascinante. Le lien entre l'apprentissage et le bonheur. D'accord. Et je le précise tout de suite, on ne parle pas de l'école, pas des diplômes, pas de la pression. De la performance. Voilà, on parle de la joie pure, la joie volontaire de découvrir quelque chose de nouveau. Juste pour le plaisir. Pour soi. Exactement. Alors, pour creuser ça, notre point de départ, c'est un article qui s'appelle « La joie d'apprendre ». C'est une synthèse assez riche qui s'appuie sur 7 études scientifiques piochées un peu partout, de Forbes à des revues médicales très sérieuses comme PubMed. Donc on a des sources variées. Très variées. Et pour donner encore plus de profondeur, on a aussi les résumés de 4 livres. Eux, ils explorent les racines, disons, philosophiques et pédagogiques de cette idée. D'accord. Notre mission aujourd'hui, c'est de comprendre pourquoi apprendre nous fait du bien. Et surtout, comment, concrètement, on peut réinjecter cette source de joie dans nos vies. Qui sont parfois un peu trop remplies. Un peu trop, oui. Et pour commencer, l'article principal utilise une image qui m'a tout de suite parlé. Celle de notre esprit comme une plante magique. C'est une très belle image pour démarrer. Parce que c'est vrai, dans notre quotidien, on est bombardé de notifications, de plaisirs rapides. Des shoots de dopamine. C'est ça, des shoots de dopamine qui s'estompent aussi vite qu'ils sont arrivés. Les sources parlent de satisfaction éphémère. Oui. Et cette discussion, au contraire, elle nous invite à réfléchir à une forme de bien-être qui est plus lente, plus profonde. Quelque chose qui ne se consomme pas, mais qui se cultive. Se cultive. Et la métaphore de la plante, elle illustre parfaitement cette idée de croissance intérieure. Exactement. Alors cette plante magique, au début, je dois l'avouer, j'ai trouvé ça un peu... Un peu simpliste. Voilà, un peu simpliste. Mais en y réfléchissant, c'est très très parlant. L'article oppose 2 types de nourriture pour notre esprit. D'accord. D'un côté, il y a les plaisirs rapides. Eux, ils sont comparés à un verre de soda sucré. Ah oui, je vois. Ça fait plaisir sur le moment, c'est d'une satisfaction immédiate. Mais ça ne nourrit rien. La plante n'en devient ni plus forte, ni plus verte. C'est un plaisir vide, quoi. Et de l'autre côté, il y a la curiosité, l'apprentissage qu'on choisit. Et ça, c'est l'eau fraîche et la lumière du soleil. C'est ce qui fait grandir. C'est ça, c'est ce qui permet à la plante de vraiment pousser. L'article va même plus loin dans le détail. Chaque nouvelle découverte est une goutte d'eau. Qui renforce les racines. Exactement. Et chaque nouvel apprentissage, c'est un rayon de soleil qui fait éclore une feuille ou une fleur. On n'est plus dans la consommation là, on est dans la construction. Et ce qui est intéressant, c'est que cette métaphore, loin d'être juste une jolie image, c'est en fait une excellente vulgarisation de concepts psychologiques. Ah oui? Oui, des concepts bien documentés dans les sources. L'une d'elles, un article de Psychology Today, utilise une expression très proche, nourrir l'âme. Nourrir l'âme, d'accord. On voit bien que l'idée, ce n'est pas d'accumuler des informations comme on remplirait un disque dur. Le but est de s'alimenter, de se sentir plus vivant, plus complet. Je vois. Une autre source, une étude publiée sur PubMed, va même plus loin. Elle relie cette démarche à ce qu'elle appelle le bien-être de la personne entière. Le whole person wellness. Exactement. Ça signifie que les bénéfices dépassent largement la sphère intellectuelle. Apprendre quelque chose de nouveau, que ce soit, je ne sais pas, le nom d'une constellation, les bases du tricot. Ou une nouvelle langue. Voilà. Ça a un impact sur notre état émotionnel, social et même physique. On ne cultive pas seulement son savoir, on cultive sa force intérieure durable. C'est une base, quoi. D'accord. L'image est belle, elle est soutenue par des concepts psy. Mais je me suis posé la question que tout le monde se pose, je pense. L'épreuve. L'épreuve concrète. Est-ce que ce n'est pas juste une jolie idée de développement personnel un peu? Un peu New Age. Oui, voilà. Qu'est-ce que la science dit vraiment là-dessus? C'est la question cruciale. Et la réponse qui émane de toutes les sources est, étonnamment, claire et unanime. Ah, On n'est pas du tout dans le domaine de la croyance ou de l'intuition, là. L'article de Forbes, par exemple, ne fait pas dans la dentelle avec son titre. qui est? L'apprentissage est un chemin sûr vers le bonheur, la science le prouve. Le mot « sûr », il est important. Oui, ça suggère une corrélation forte, fiable. C'est ça. Et si on regarde la nature des profs, on voit que c'est du solide. Ce n'est pas 1 ou 2 études isolées. D'accord. Une des sources académiques mentionne une revue systématique de la littérature, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme. C'est un peu le plus haut niveau de preuve scientifique.
Exactement. Ça veut dire que des chercheurs ont analysé des dizaines, parfois des centaines d'études existantes sur le sujet pour en dégager une conclusion générale. Et cette conclusion, C'est que l'apprentissage continu, même informel, a un impact positif et mesurable sur le bien-être. Ce n'est donc pas un effet anecdotique. Donc ce n'est pas juste une impression. Non, C'est statistiquement prouvé, sur un grand nombre de personnes. exactement. Et un autre point fort de ces recherches, c'est l'universalité des bénéfices. Ça fonctionne à tous les âges. Ah oui, même tard dans la vie. Ce qu'elle appelle un boost de bonheur particulièrement significatif. Un boost de bonheur. Oui, cela suggère que notre capacité à tirer de la joie de la découverte, c'est une fonction fondamentale de notre cerveau qui ne s'use pas avec le temps. C'est plutôt rassurant, ça. Au contraire, elle reste un levier de bien-être puissant tout au long de la vie. D'accord. Mais alors, comment ça marche concrètement ? Je veux dire, quel est le mécanisme ? Comment le simple fait d'apprendre à faire du pain au levain peut m'aider à être moins stressé au travail, par exemple ? C'est une excellente question. Une des sources aborde ce point en décrivant l'apprentissage non pas comme une simple activité, mais comme un chemin, un pass. Un chemin. L'idée, c'est que ce n'est pas tant la connaissance finale qui compte que le processus lui-même. En apprenant quelque chose de nouveau, on active plusieurs leviers psychologiques très puissants. Voilà, puissant. On se fixe un petit objectif, on surmonte de petites difficultés, on ressent un sentiment de maîtrise, de progression. D'accord, je vois. Chaque petite victoire renforce notre sentiment d'efficacité personnelle, cette conviction qu'on est capable d'agir sur notre environnement. Et cette conviction, c'est un pilier de la résilience émotionnelle. Donc, la fierté que l'on ressent. En sortant son premier pain réussi du four, ce petit je l'ai fait, oui, ça renforce une confiance en soi qui, elle, est transférable à d'autres domaines, y compris la gestion du stress. Je vois. C'est l'idée que chaque petit apprentissage, c'est comme une séance de muscu pour notre confiance en nous. C'est un peu ça. Et la bonne nouvelle, si je comprends bien, c'est qu'il n'est pas nécessaire de soulever des poids très lourds. On n'a pas besoin de s'inscrire à un master en astrophysique pour ressentir ça. Non, heureusement. L'article principal insiste beaucoup là-dessus. Il s'agit d'intégrer de petites doses de découverte au quotidien. Les suggestions sont très accessibles. Comme quoi, par exemple ? Prendre 10 minutes pour lire un article sur un sujet qui nous intrigue, écouter un podcast sur un thème qu'on ne connaît pas du tout, ou même simplement changer de chemin en rentrant du travail. Pour observer son quartier avec un regard neuf ? Voilà. Et pour rendre ça encore plus concret, l'article propose ce qu'il appelle des micro-défis. J'en ai retenu 3 qui m'ont semblé particulièrement parlants. Je suis curieuse. Le premier, c'est de cuisiner une nouvelle recette, si possible avec quelqu'un. Ah, l'exemple de la cuisine est parfait. Il illustre à merveille le concept de bien-être de la personne entière dont on parlait tout à l'heure. Comment ça ? Quand on cuisine une nouvelle recette, on stimule son intellect. Il faut suivre des instructions, mesurer, comprendre des processus. Oui, c'est vrai. On stimule ses sens, les odeurs, les goûts, les textures. Et si on le fait à plusieurs, on nourrit ses liens sociaux. On coche toutes les cases. C'est juste. D'ailleurs, ça me fait penser à ce que dit Alain Détolila, l'un des auteurs cités. Il parle de l'importance de rendre l'apprentissage ludique dès l'enfance. Pour lui, le jeu est le moteur de la découverte. Et la cuisine, c'est un jeu pour adultes en quelque sorte. C'est exactement ça, une version adulte de l'apprentissage par le jeu. C'est vrai. J'ai tenté une recette un peu ambitieuse la semaine dernière. C'était un semi-échec culinaire, mais Mais le processus était amusant. le processus en lui-même était étonnamment amusant, oui. Très engageant. Le deuxième micro-défi, il est encore plus simple. Apprendre un fait étonnant via une courte vidéo. Une étincelle de joie rapide. C'est l'expression de l'article, oui. C'est le principe du happiness boost dont parlait une des études. C'est petit, c'est rapide, mais l'effet cumulé est significatif. C'est l'anti-scrolling passif sur les réseaux sociaux. Ah, bien vu. Au lieu de consommer du contenu qui nous laisse souvent un sentiment de vide, on choisit activement de s'offrir une petite pépite de connaissances. Et cette démarche, même minuscule, elle est valorisante. C'est se dire, je nourris ma curiosité. C'est ça, et ça fait écho à une vision de l'éducation bien plus ancienne, celle d'Élisée Reclus, un penseur du 19e siècle, mentionné dans les sources. Pour lui, l'éducation ne devait pas être un gavage de savoir, mais un éveil permanent à l'étonnement face au monde. Apprendre un fait surprenant, c'est retrouver cette capacité d'émerveillement d'enfant. J'adore cette idée. Connecter un micro-geste de 2024 à un penseur du 19e siècle, ça donne une autre dimension. Et le troisième micro-défi ? Oui ? C'est d'explorer les bases d'une nouvelle langue avec une application. L'article précise que même apprendre quelques mots peut procurer un sentiment de progression très gratifiant.
bien sûr. Parce que ça nous reconnecte à l'idée de l'apprentissage comme un chemin. L'objectif, ce n'est pas de devenir bilingue en une semaine, Non, personne n'est dupe. mais le simple fait d'apprendre à dire bonjour ou merci dans une autre langue, c'est faire un pas sur ce chemin. C'est ouvrir une petite fenêtre sur une autre culture. Une autre façon de voir le monde. Voilà. Chaque mot appris est une preuve tangible de notre capacité à progresser, à grandir. Et ce sentiment est incroyablement puissant pour l'estime de soi. Ce qui est fascinant, c'est de réaliser que cette quête de bien-être par la connaissance, ce n'est pas du tout une tendance moderne. Non, ça a des racines profondes. Oui, en explorant les 4 livres cités, j'ai été frappé de voir à quel point ces racines sont profondes et diverses. On a parlé d'Élisée Reclus, Et sa vision de l'éducation basée sur l'émerveillement. c'est ça. Mais les autres auteurs apportent des éclairages tout aussi riches. Oui, ils forment un ensemble très cohérent. On a Alain Bentolila qui se concentre sur l'enfance, le langage. Il montre que la joie d'apprendre se cultive dès les premiers mots. À travers des histoires, des jeux. Exactement. Il ancre cette idée dans le développement même de l'être humain. Et puis on a 2 autres livres qui élargissent la perspective à une quête de sens plus globale. Oui, il y a le livre de Julien Perron, « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Il est basé sur des milliers d'interviews. Et sa conclusion ? Sa conclusion, c'est que la quête du bonheur est indissociable d'un chemin de connaissance de soi. Apprendre sur le monde, sur les autres, c'est finalement un miroir. Pour mieux se comprendre soi-même. C'est ça. Chaque découverte extérieure est aussi une découverte intérieure. Et Laurence Boucher, dans Philosopher pour se retrouver, amène la dernière pièce du puzzle. J'ai trouvé son approche très accessible. Elle démystifie la philosophie pour en faire un outil pratique du quotidien. Pour elle, philosopher, ce n'est pas réciter des théories complexes, Non, c'est apprendre à questionner ses propres certitudes, à oser être vrai. Et dans cette perspective, l'apprentissage devient un acte de libération. de libération. Oui, apprendre, c'est se donner les moyens de déconstruire les idées reçues, les nôtres et celles des autres, pour vivre de manière plus authentique. C'est peut-être la forme la plus aboutie du bien-être de la personne entière. Si on rassemble toutes ces pièces, le tableau est assez clair, je trouve. Mhm. L'idée maîtresse qui ressort de toutes ces sources, c'est que l'apprentissage n'est ni une corvée scolaire, ni une course à la performance pour son CV. C'est bien plus fondamental. Oui, c'est une invitation. C'est une invitation quotidienne, accessible, souvent gratuite, à prendre soin de soi. Une des sources utilise une très belle expression, c'est une respiration de l'âme. J'aime beaucoup cette image. Dans un monde qui nous pousse à faire, à produire, à consommer, apprendre, c'est simplement être. Être curieux, être ouvert, être en croissance. La phrase à retenir, c'est peut-être celle-ci. Nourrir son bonheur en cultivant son esprit, pas à pas. C'est une parfaite synthèse. Et pour conclure cette exploration, j'aimerais proposer une dernière pensée, une question qui m'est venue en lisant ces sources, Je vous écoute. une question qui n'y est pas directement abordée. Elles insistent toutes, et à juste titre, sur la joie immense qu'il y a à apprendre des choses nouvelles. C'est le moteur, le frisson de l'inconnu. Oui, Mais on pourrait se poser une question complémentaire. Quel serait l'impact sur notre bien-être, non pas d'apprendre, mais de réapprendre ? réapprendre. Oui. Réapprendre ce que l'on croit déjà savoir par cœur. Une chanson, le visage d'un proche, le chemin pour aller au travail, mais en le regardant avec une curiosité, une attention entièrement renouvelée. Comme si c'était la toute première fois. Exactement. Peut-être que la plus grande des découvertes, ce n'est pas de trouver de nouvelles choses à regarder, mais de trouver une nouvelle façon de regarder ce qui est déjà là.